Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 67 déjà de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes le jeudi 21 novembre et il est 8h45 lorsque nous commençons cet enregistrement. Alors aujourd'hui, on va traiter de 3 sujets. On va commencer par ce qui se passe en mer Baltique. Ensuite, on ira sur le terrain de l'Ukraine, parce qu'on va voir comment les deux sujets peuvent se lier l'un à l'autre. Et puis, nous terminerons, comme d'habitude, par le point sur la situation au Proche-Orient. Alors, pourquoi parler de la Baltique? Eh bien, parce que depuis le début de la semaine, c'est l'effervescence autour donc de la rupture d'un câble sous-marin. Vous pouvez le voir sur la carte. Un câble sous-marin qui sert pour la fibre optique pour connecter la Finlande à l'Europe continentale et notamment à l'Allemagne. Donc c'est un câble de communication très important. Vous en avez un second qui lui relie la Suède aux Pays-Baltes et on apprend que l'un puis l'autre ont été sabotés au début de la semaine. Et bien évidemment, comme il fallait s'y attendre, on a eu immédiatement les réseaux qui nous ont dit c'est les Russes. La formule habituelle, après Nord Stream où c'est les Russes, mais finalement les Américains nous disent non c'est pas les Russes, c'est les Ukrainiens, sans vouloir avouer que c'est eux, parce que il n'y a que eux ou les Britanniques pour pouvoir faire le coup. On nous resserre la même sauce aujourd'hui. Dans un moment, nous le savons tous, d'extrême tension autour de ce qui se passe en Ukraine et de la passation de pouvoir aux États-Unis, où certains semblent avoir envie de jouer avec le feu pour empêcher Trump de négocier comme il le souhaitait avec Vladimir Poutine. Et donc là, rien de mieux que de dire, regardez, les Russes attaquent à des infrastructures civiles névralgiques et stratégiques, et donc de les pointer de nouveau du doigt. Alors ça, c'était le narratif en début de semaine, et puis depuis hier, c'est pas les Russes, mais attention messieurs, dames, roulement de tambour, c'est les Chinois. Alors là, c'est formidable, c'est-à-dire qu'on apprend que alors c'est les Chinois de manière biaisée, et bien sûr il y a quand même les Russes dans le coup, c'est-à-dire que c'est un navire chinois qui a été intercepté en essayant de ressortir de la Baltique à la hauteur du Danemark, où vous avez plein de détroits de part et d'autre des îles danoises, notamment celle où se trouve la capitale Copenhague, comme vous pouvez le voir sur la carte. Il a été arraisonné hier en fin de journée. Et, bien évidemment, nouveau roulement de tambour, le capitaine du navire est russe, c'est-à-dire que les Chinois ont loué le bâtiment aux Russes pour faire le coup. Tout est déjà écrit, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'il y a à bord de ce navire, on ne sait même pas s'il y a des matériels qui permettraient de dire, ils ont été capables de plonger à plusieurs centaines de mètres de profondeur pour aller saboter les câbles, ou s'ils avaient de quoi racler les fonds avec des moyens puissants pour pouvoir détruire ces câbles. Rien de tout cela n'est encore assuré. Alors bon, moi je vous l'annonce, on va bien sûr trouver tout ça à bord, c'est évident, parce que vu que ça sert qu'un seul intérêt, c'est semer la zizanie à nouveau et faire monter à nouveau la pression de manière médiatique, mais tout à fait inutilement sur le plan diplomatique et politique. Je vous annonce d'emblée qu'à bord de ce navire, on va trouver des pinces coupantes, et LCI nous dira, avec ces pinces coupantes, les plongeurs, ils sont descendus, ils ont coupé les câbles sous-marins. C'est évident, je vous le dis tout de suite, j'en suis persuadé, on connaît le scénario presque à l'avance, ça devient un peu lassant parce qu'ils pourraient faire preuve, vu que c'est les gens d'Hollywood qui sont à leurs mains, ils pourraient trouver quand même des scénarios, comme ils font dans les séries télé, parce que là, c'est vraiment, on a déjà vu l'épisode Nord Stream 1 et 2, si on pouvait éviter de refaire la même chose au même endroit et de la même manière, ça nous arrangerait bien, ça mettrait un peu de suspense, et surtout ce que tout le monde cache dans ces informations qui sont pourtant très importantes, c'est qu'on a au nord de cette zone des navires de guerre de l'OTAN, y compris des navires américains, des navires bien sûr finnois, suédois, allemands, français, qui sont en train de mener un exercice de manœuvre aéronavale très important,
avec plus de 30 navires de surface, j'imagine des sous-marins, parce que vous faites pas un exercice de surface, vous le voyez aussi près du golfe de Finlande, enfin quasiment dans le golfe de Finlande, face au port de Saint-Pétersbourg, qui abrite bien évidemment la flotte russe de la Baltique, enfin une partie de ses moyens, certains peuvent des fois être déployés dans le secteur de Kaliningrad. Donc tout ça s'est déroulé le 19 novembre, alors que depuis la veille, cet exercice aéronaval a lieu dans la zone. Alors c'est pas immédiatement au-dessus de l'endroit où a eu lieu l'attaque terroriste, parce que faire ça c'est du terrorisme, il faut le rappeler. Là, même si vous attaquez pas des civils, là c'est du terrorisme parce que vous menez une opération de sabotage contre des infrastructures interétatiques en plus, parce que c'est quelque chose qui permet de relier les États. C'est du terrorisme, tout comme Nord Stream, c'était du terrorisme. Même si là on n'a pas tué des civils, on a suffisamment impacté l'économie de plein de pays européens avec en bout de chaîne des civils qui n'ont pas eu de chauffage ou ce genre de choses ou qui ont perdu leur boulot pour qu'on puisse qualifier ça d'attaque terroriste sans problème. Et bien là, on se demande comment ces gens-là ont pu opérer sans se faire repérer par l'ensemble de ces moyens qui sont déployés dans le secteur. Parce que vous n'avez pas besoin, avec les radars qui sont à bord de ces bâtiments de guerre, d'être sur la zone pour savoir exactement ce qui se passe. Vous détectez tous les mouvements à de très longues distances. On nous rebasse les oreilles à raison sur les supériorités techniques de certains éléments des armées de l'OTAN, et en l'occurrence, sur ce domaine de l'aéronaval, il est évident qu'on est avec des technologies, des très hautes technologies de pointe, qui ne peuvent être brouillées que par les Russes éventuellement dans la zone, sauf que personne n'a dit « Oh là là, on a vécu un grand brouillage pendant 48 heures qui aurait permis d'éviter qu'on puisse repérer ce bâtiment ». Il n'y a rien de tout ça. Donc, pardon, les gens de l'OTAN qui sont sur place, ils ont eu tout loisir de détecter tout ce qui pouvait se passer dans la région, à commencer par le fait qu'un navire civil reste en panne au-dessus de cette zone pour permettre ensuite à des éventuels plongeurs ou à des systèmes qui permettraient de racler les fonds d'opérer la destruction de ces deux câbles sous-marins. Voilà, c'est tout de suite suspect si vous avez un navire, d'ailleurs même pour des questions de sécurité, si vous avez un navire qui plus est un tanker qui reste en panne en plein milieu de la Baltique et qui bouge pas du tout pendant plusieurs heures, parce que tout ça nécessite au minimum plusieurs heures, tout le monde va s'interroger, que ce soit du côté suédois ou du côté donc balte, mais surtout polonais, pour se dire mais qu'est-ce qui leur arrive à ces malheureux? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Est-ce qu'il faut leur apporter un secours quelconque ou ce genre de choses? Or là, il n'y a rien eu de tout ça. Donc les types auraient eu le temps, sur leur trajectoire, de lâcher leurs plongeurs, de les laisser opérer, de les remonter, et tout ça sans se mettre en panne et sans attirer l'attention de personne. Mais on nous prend pour qui? On nous prend pour qui? C'est une des zones les plus surveillées du monde par toutes les marines des pays qui bordent cette zone, et en plus par d'autres marines qui sont venus se joindre à cet exercice de l'OTAN. Donc bien évidemment, c'est une vaste fumisterie d'emblée, comme l'histoire de Nord Stream, qu'on va nous vendre dès aujourd'hui et dans les jours qui viennent pour faire monter la sauce. Et puis, on a donc essayé, avec l'histoire des Nord-Coréens, de justifier l'emploi d'attaques MS dans la profondeur du territoire russe. Là, si on nous dit « Ah là là, mon Dieu !» Alors là, c'est même plus les Nord-Coréens, c'est carrément Pékin. Alors moi, ce que je vais surveiller, ce que je vous invite à surveiller jusqu'au prochain bulletin lundi, c'est comment Pékin va gérer ça, parce que Pékin va pas rigoler du tout avec ce genre d'accusation complètement farfelue. Là, on rentre dans une zone où les gens en face sont des gens sérieux, et ça va pas se passer aussi facilement que ceux qui ont monté ça le pensent. Enfin, c'est mon avis personnel, c'est pas mon analyse, mais là, c'est mon avis personnel que je me permets de vous donner. Donc voilà cet élément qu'il va falloir surveiller dans les jours qui viennent, la tête froide. Je rappelle, on arrête de rentrer dans le narratif de la peur
comme le veulent les amis de Madame Nuland depuis le début de cette guerre, mais encore plus là depuis l'élection de Donald Trump, en nous balançant sur les réseaux via Bloomberg, via le New York Times, à ceci, via cela, via tous leurs petits répétiteurs, de tout le narratif de la peur qu'ils veulent entretenir pour convaincre les peuples européens qu'il faut participer ouvertement à la guerre contre la Russie. N'oubliez pas que c'est ça l'objectif, en sabordant bien évidemment les efforts de paix que veut mettre en œuvre ou qu'a déjà commencé à mettre en œuvre l'équipe du président Trump. Donc, quand on est dans la dissidence, quand on est dans la volonté de réinformer le public, on ne retweete pas à satiété dès qu'il se passe quelque chose sans essayer un tant soit peu de vérifier ce qui se passe. On l'a vu donc, et je passe sans transition au théâtre ukrainien, on l'a vu avec cette histoire d'attaque MS. Dimanche soir, annonce du New York Times, c'est bon, on peut le faire. Et puis le lendemain, non, personne n'a donné l'autorisation en fait. Et puis il y a une frappe qui a lieu sur un dépôt dans la journée de mardi. Et puis là, on nous dit ah ça y est, regardez, ils l'ont fait. Et puis on découvre que finalement le dépôt, s'il a été touché, c'est peut-être par un missile sur les 6 qui ont été tirés. Et encore, c'est peut-être donc pas le missile intact, ce sont ces débris qui ont touché le dépôt. Tout ça est un peu dans la profondeur parce qu'on a 100 et quelques kilomètres de la frontière russe, mais on est dans l'immédiat arrière-front de ce qui permet aux Russes de stocker des munitions pour combattre dans le saillant de Soudja. Donc c'est un objectif militaire tout à fait normal, comme on en frappe dans l'arrière-front de Kharkov depuis des mois, puisque je rappelle que ces munitions ont le droit déjà d'opérer dans l'arrière-front russe, donc dans le secteur de Belgorod, par rapport à l'attaque que les Russes mènent sur Kharkov depuis le mois de mai dernier. Les Russes n'ont pas déclenché l'apocalypse nucléaire pour ça, et c'est pas pour ça que là, même si c'est concomitant avec la promulgation du décret de modification de la doctrine nucléaire russe, c'est pas pour ça que demain on va vitrifier l'Ukraine et que les Russes vont tirer un missile nucléaire sur Kiev ou je ne sais quoi. Non, la preuve, ils ne l'ont pas fait. On va voir qu'ils ont trouvé, comme d'habitude, d'autres moyens conventionnels efficaces pour leur stratégie de répliquer. Et puis donc ensuite, hier, on a eu à nouveau, alors moi j'avais appelé au calme, hein, vous m'avez peut-être vu sur GPTV mardi matin, j'ai dû remettre une couche hier matin et pourtant ça n'a pas suffi parce que, eh bien, on a des gens qui recommencent avec l'histoire des Storm Shadows qui ont été utilisés par les Ukrainiens hier dans l'immédiat arrière-front par rapport au saillant de Soudja. Et puis alors là, vraiment, vous le voyez, alors c'est le seul point de carte sur lequel on va se pencher aujourd'hui sur l'Ukraine, parce que sur le reste du théâtre des opérations, les progrès par rapport à lundi sont pas très significatifs, donc on va pas refaire un tour du front. Donc on va se concentrer juste sur le secteur de Soumy, Soudja, par rapport à cette attaque de Storm Shadows hier. Donc vous voyez, l'endroit qui a été ciblé, c'est le village de Marino, qui se trouve sur un des axes routiers qui mènent à Koursk directement, mais qui se trouve à vol d'oiseau à 30 km de la ligne de front du saillant de Soudja. C'est-à-dire que là, on imagine très bien que les Ukrainiens, ils ont trouvé, il semblerait, puisqu'on a vu des images, que les Russes semblent nous dire, oui, c'est vrai, c'est bien là que ça a tapé, etc. Maintenant, on a une confirmation des deux camps sur un narratif équivalent, ce qui n'était pas d'ailleurs le cas sur la frappe des attaques MS, j'en ai reparlé hier matin sur GPTV. Là, on nous dit, il y a vraisemblablement 10 missiles qui ont été tirés. Hier soir, les infos que nous avions étaient que tous avaient été interceptés. Ce matin, les Russes disent non, on confirme bien ce que les Ukrainiens revendiquent, c'est-à-dire que certains des missiles ont touché leurs cibles, qui sont des cibles militaires. Et probablement, là encore, des dépôts de munitions qui, puisque vu les explosions, c'est pas les explosions consécutives à la frappe qu'on a pu voir sur Telegram, c'est pas des explosions de carburant, mais et probablement donc de munitions. Voilà, avec des sous-explosions derrière. Donc on est sur l'immédiat arrière-front. C'est encore une fois ce que j'ai toujours dit. Si vous avez des matériels, des missiles de cette qualité-là, c'est pour faire ce genre de frappe. C'est pour être efficace
à la guerre, à la conduite de la guerre. C'est pas aller faire le kéké en frappant à proximité d'une centrale nucléaire pour faire peur à tout le monde. Voilà. Donc là encore, ça a été l'effervescence. C'est-à-dire que personne n'a attendu que cette information, qui n'est finalement complètement recoupée que depuis tôt ce matin par les canaux russes, par les canaux ukrainiens, même avec des images que nous fournissent les Ukrainiens, pour se réenflammer, pour remettre de l'huile sur le feu, et c'est reparti, et c'est une agression, etc., etc. À croire que ce que ces gens veulent, c'est soit servir, pour certains, le narratif de Madame Nuland, et effectivement tout tenter pour parler de paix capote, ou d'autres qui du côté pro-russe se disent ah bah ce serait tellement bien si les Russes mettaient un dernier grand coup d'épaule, mais cette fois un coup de bombe nucléaire sur sur l'Ukraine, ça nous éviterait que cette guerre continue. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais de toute façon c'est pas vous qui l'amenez la guerre, c'est le peuple russe et le peuple ukrainien. C'est pas nous. Nous là-dedans on doit rester des observateurs les plus neutres et les plus objectifs possibles. Hein, donc tout ce qui va se passer à partir de maintenant, alors entre l'histoire de la Baltique et entre ces histoires d'emploi, d'Atacams, de Storm Shadows, de Scalp, puisqu'on a des gens qui nous disent que Macron va aussi remettre le couvert en envoyant des scalps. On verra d'abord comment ils vont arriver jusqu'au front. N'oubliez jamais que la problématique de ces missiles, c'est que souvent, arrivant sur Odessa, ils ont du mal à quitter les dépôts enflammés d'Odessa pour atteindre la ligne de front. Hein. Faut pas perdre de vue ce facteur-là. Donc pour le moment, bah, tout ça, ça change rien. Comme je viens de vous le dire, sur le front des opérations militaires, c'est pour ça que je vous reprojette pas de carte aujourd'hui, parce que depuis lundi, il n'y a pas eu d'évolution significative. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas eu, mais il y a eu des évolutions limitées, des gains russes, quelques contre-attaques dans certains secteurs, des contre-attaques locales de l'armée ukrainienne qui ont repris quelque peu du terrain, notamment dans les combats urbains qui sont en cours dans la ville de Toretsk et son agglomération, mais rien qui nécessite qu'on vous remette toutes les cartes comme on le fait d'habitude. Donc là, va falloir que tout le monde garde ses nerfs et que tout le monde arrête, si en tout cas vous voulez croire à la cause de la paix, à la cause d'un règlement, qu'on dise voilà, bon, il y a eu une frappe. Je vois les gens, ils disent oui, dans l'oblast de Koursk. Alors l'oblast de Koursk, hein, il file aussi vers le nord à plusieurs centaines de kilomètres depuis la ville de Koursk et depuis le front. Donc arrêtez aussi de retweeter des infos comme si on avait l'impression que c'est la ville de Koursk ou la centrale nucléaire de Koursk qui sont frappées. Là, on est à 30 bornes de la ligne de front et c'est une frappe finalement d'ordre militaire tout à fait normale. Et le côté symbolique qui est si cher aux Occidentaux, figurez-vous que dans la tête de Vladimir Poutine et de son gouvernement, on n'est pas sur les mêmes notions d'appréciation de ce que valent les symboles. Hein, parce que du coup, c'est vrai qu'à ce rythme-là, si on appliquait nos propres critères, ça fait longtemps qu'on aurait été tous vitrifiés. Hein, heureusement, les Russes et la direction russe n'est pas aussi attachée bêtement à tout ce qui est symbolique. Voilà, donc c'est pour ça que j'appelle tout le monde. Vous pouvez dire, voilà, on apprend qu'il y a une nouvelle frappe qui a eu lieu, quelque part dans l'oblast de Koursk ou quelque part dans l'oblast de Bryansk. Et puis nous attendons les prochains développements pour savoir le qui, comment, pourquoi, quelle cible, combien de missiles, quelle efficacité de la DCA russe. Parce que là, pour le moment, ce que tout le monde devrait souligner, c'est que globalement, face à des vecteurs aussi modernes, eh bien la DCA russe fait un très bon travail. Pas un travail à 100%, mais je pense que depuis le début de ce conflit, comme d'ailleurs celui du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient, on voit bien que les meilleurs systèmes de défense antiaérien peuvent être saturés, parce que ce qui fait la fragilité aujourd'hui d'un système de défense antiaérien, c'est de le saturer. C'est-à-dire que là, on nous parle d'une salve de 10 Storm Shadows pour tirer sur l'immédiat arrière-front. On ne sait pas exactement encore ce matin combien, on sait qu'il y en a qui ont été interceptés. On sait maintenant, les Russes le reconnaissent, que certains ont touché, mais on ne sait pas combien. Donc ça reste encore à déterminer. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de prudence. Et j'oserais dire aussi à certains, vous êtes peut-être des experts de géopolitique, vous êtes peut-être des experts de tel ou tel pays dans la région au niveau culturel ou ce genre de choses. Malheureusement, à part donc des gens comme le colonel Jacques Beau, comme moi-même, il n'y a pas beaucoup d'experts militaires de ce conflit. Donc arrêtez aussi
de jouer dans une division dans laquelle vous n'avez pas de qualification. Hein. Vous avez des qualifications dans d'autres divisions, mais pas dans celle-là, donc soyez très prudents. Voilà, et n'hésitez pas à faire appel à nous, on se fera une joie de vous aider à analyser tout ça, la tête froide, et surtout ne pas jouer le jeu de Madame Nuland et des néocons en faisant tout ce qu'ils attendent, c'est-à-dire refaire bouillir la marmite, refaire de la peur, refaire de la crainte parmi les populations. Je vous rappelle l'impact du mot nucléaire dans la tête des gens. Même quand vous dites sous-marin nucléaire, les gens comprennent pas que on parle de la propulsion du sous-marin. Les gens se disent tout de suite, ça y est, ils vont nous balancer une bombe. Alors que quand on parle d'un sous-marin nucléaire d'attaque, eh bien, il n'y a pas de missiles nucléaires, enfin de missiles dotés d'ogives nucléaires à bord. Hein. Il y a juste des torpilles capables de détruire des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de l'adversaire. Donc voilà, ou même quand on parle de porte-avions nucléaires, c'est pas parce que le porte-avions, alors si les porte-avions peuvent embarquer des charges nucléaires bien évidemment, mais quand ce mot ça colle, c'est pour dire que la propulsion du porte-avions est nucléaire et donc il peut rester pendant des mois à la mer sans avoir besoin d'être ravitaillé en ce qui concerne sa propulsion. Bien sûr, il a besoin d'être ravitaillé pour d'autres choses, la nourriture notamment, ou l'eau, mais en ce qui concerne sa propulsion, il est autonome. Voilà. Donc, prudence, beaucoup de retenue, et n'hésitez pas à faire appel aux spécialistes qui sont le nez dedans sur le plan militaire. Hein. Là, vous l'avez tous probablement découvert. Personne ne vous parle de l'exercice de l'OTAN Freezing Winds 2024 parce que personne ne s'intéresse à ces questions, sauf des gens comme nous. Donc, faites appel à nous, on vous aidera à y voir clair. Voilà le message que on pouvait vous donner aujourd'hui autour de ces questions. Et maintenant, en ce qui concerne, alors peut-être était-ce des frappes planifiées dans la continuité de celle de ce week-end, mais ce matin, on apprend, puisque ça a été un grand moment d'effervescence aussi hier, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu cette frappe de Storm Shadow, ça y est, les Tupolev 95 MS ont pris leur envol, ils sont en vol stationnaire, ils vont larguer leurs missiles, etc. Ça a fait évacuer certains ressortissants occidentaux de Kiev parce que tout le monde était persuadé que c'était Kiev qui allait être visé pour punir Zelensky d'avoir osé lancer ce genre d'attaque. Et puis finalement, ce matin, on apprend que ce matin pour les Ukrainiens, donc avec le décalage horaire d'une bonne heure en fonction des zones, eh bien, c'est le secteur de Dniepropetrovsk, la région de Poltava, de Kremenchuk qui ont été touchés. Hein, les bombardements ont eu lieu au lever du jour ou en fin de nuit. Voilà, donc ces zones-là qui ont été touchées et vraisemblablement, les cibles étaient des cibles à caractère énergétique pour, encore une fois, couper tout ce que les Ukrainiens peuvent encore faire tourner avec leur centrale électrique ou centrale nucléaire, c'est-à-dire bien sûr en priorité le chemin de fer, et puis les éventuelles usines qui font les drones, puisqu'on sait que c'est une des rares productions locales du complexe militaro-industriel ukrainien, c'est de pouvoir produire des drones sur place. Voilà. Alors, cette frappe ayant eu lieu il y a quelques heures, je vous invite encore une fois à la plus grande prudence. Hein, quand vous allez voir ce bulletin vers 11h, 11h30 aujourd'hui, ou un peu plus tard dans la journée, venez sur Veille Stratégique, nous remettrons, comme nous l'avons fait ce week-end avec la grande frappe qui a eu lieu, 120 missiles ont été tirés, je le rappelle, venez sur Veille Stratégique au cours de la journée, on vous mettra à jour à mesure que nous récupérerons les informations, l'ampleur de cette frappe et des destructions qu'elle a opérées sur donc vraisemblablement les sites énergétiques de l'Ukraine. Voilà. Donc on va doucement, on reprend son souffle et on ne cède à aucune forme de panique. Voilà, c'est la meilleure chose à faire pour analyser correctement tout ça et comprendre, comme je le disais hier sur GPTV et avant-hier encore, que une grande partie de ce qui se joue avec l'emploi des Storm Shadows ou des Atacams, au-delà de ce que ça a comme impact ou non sur le front des opérations militaires, on est d'abord, à mes yeux, dans des problématiques internes aux États-Unis entre les néocons qui sentent que pour eux c'est fini et l'équipe de Trump qui est en train de prendre ses marques et qui est, selon plusieurs rumeurs, déjà en train de discuter avec les Russes des conditions
de paix en Ukraine. Voilà. Et je souligne pour terminer sur le chapitre ukrainien qu'hier, alors qu'on était donc dans une énorme bulle d'effervescence depuis dimanche soir autour donc des Atacams, que hier midi et hier soir sur LCI, tout ça s'était bien redescendu. Qu'hier midi sur LCI, on était là à dire ah ben mon Dieu, ils sont en train de négocier et ils vont le faire sans nous. Ben, c'est ce que j'ai dit sur TV Liberté en novembre 2022, que ça se terminerait par une négociation entre Washington et Moscou dans laquelle nous, les Européens, on n'aurait pas le droit au chapitre, et donc on n'aura pas le droit au chapitre. Alors hier sur LCI, des soi-disant spécialistes de géopolitique, de tel ou tel institut, ou des anciens généraux, officiers supérieurs de l'armée française, découvraient le poteau rose. Ah, vous vous rendez compte? On va pas être là. Et on n'aura aucun rôle à jouer, et on n'aura pas notre mot à dire. Ben oui les gars, on vous l'avait dit. On vous l'avait dit, on a eu de cesse de vous le répéter. Vous avez pris une posture tellement délirante, tellement folle à l'égard de Moscou, que Moscou veut plus du tout, je vais pas dire jamais, mais ne veut plus du tout entendre parler de vous. Et c'est pas les bouffonneries de Macron au G20 qui montent les marches comme le petit Fayot dans la cour de récré qui va voir le gros balèze, soit pour qu'il le protège, soit pour pas qu'il lui casse la figure, en serrant la main de Lavrov pour que ça va changer quelque chose. Hein, on remarquera la civilité bien sûr de Sergueï Lavrov, hein, qui, bon diplomate de l'école formé par l'école soviétique, a rendu sa poignée de main sans acrimonie. Hein, voilà, parce qu'on est des gentlemen, on n'est pas des barbares. Mais c'est tout. Voilà, donc nous on n'a plus le droit qu'à ces singeries-là, et on aura peut-être, il y aura peut-être un petit strapontin sur le côté, à la gauche ou à la droite du maître américain, on verra. On n'aura pas le droit de parler. Hein, et puis, on aura juste le droit d'écouter ce que les deux adultes se disent autour de la table sur le sort de l'Ukraine. D'ailleurs, et là par contre c'est beaucoup plus problématique, il faut souligner que malgré les déclarations de Zelensky, eh bien le pauvre Zelensky, lui aussi, il a compris. Hein, alors je pense qu'il l'a compris déjà depuis un petit moment, mais là il ose enfin en parler, parce qu'il voit que c'est en train de se réaliser, c'est que lui, il sera sur l'autre strapontin, hein, il y aura donc un strapontin Ukraine, un strapontin Europe, de part et d'autre du maître américain, et lui non plus, il n'aura pas le droit de citer sur ce qu'il souhaiterait ou ce qu'il voudrait pour le sort de son pays. Voilà, parce que c'est une pauvre marionnette qui est réduite à dire ce que son maître lui demande de dire. Voilà. Bon. Voilà donc pour la situation dans cette partie du monde. Alors avant de passer au sujet sur le Proche-Orient, donc encore un grand merci à vous pour votre fidélité sur la dernière vidéo. Elle a encore fait des progrès en termes d'audience, en termes de partage, en termes de commentaires, de questions. On essaye d'y répondre, mais vous avez quand même vu que j'étais assez présent sur pas mal d'autres canaux d'information un petit peu plus importants que le nôtre pour essayer de raisonner un peu tout le monde. Donc on a eu du mal à faire le même suivi que d'habitude sur les questions. On va essayer de se rattraper avec cette vidéo-là s'il n'y a pas encore des effervescences à calmer dans les heures qui viennent, hein, des chaleurs. Merci à tous ceux qui ont fait des dons ponctuels sur PayPal ou des dons récurrents pour nous aider sur le long terme. Merci à mes abonnés Patreon d'avoir été fidèles au poste hier pour notre première petite conférence qui n'a duré que 40 minutes parce qu'on avait donc découvert que le logiciel qui permet de faire des visioconférences à l'intérieur de Patreon, naïvement on avait pensé qu'il était gratuit, en fait il faut payer. Donc on a eu une conférence que de 40 minutes qui a été très dense, mais au moins ça nous a permis de faire connaissance. Donc si vous voulez nous rejoindre, eh bien vous vous abonnez sur Patreon, hein, vous verrez, vous aurez accès à des traductions d'articles, à d'autres vidéos. Là, c'est pareil sur les traductions d'articles. On a mis un peu la pédale douce cette semaine parce que notre temps a été très réduit, mais on reprend probablement dès aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Et puis donc vos abonnements nous permettent d'avoir une vision à long terme au niveau de notre budget. Hein, comme ça, on sait que tel mois on touche tant d'argent pour pouvoir investir. Donc là, on va voir si on peut trouver
un logiciel pour les visios gratuits ou si on doit prendre un abonnement annuel à Zoom de telle sorte à ce qu'on soit tranquille pour les prochaines. Et la prochaine aura donc lieu le 18 décembre prochain. Je vous donne pas encore l'heure, ce sera peut-être un petit peu plus tard qu'hier, on verra. Et du coup, on essaiera de tenir cette fois-ci pendant au moins 1 heure. Et puis, dernier point, la semaine prochaine, si vous êtes abonné Patreon, plutôt donc vendredi prochain, parce que la semaine prochaine, du coup, ça va être très dense, 2 bulletins, plus pour les abonnés Patreon, un bulletin spécial sur les forces armées iraniennes, comme promis. Voilà. Donc un grand merci à vous tous et vous continuez de nous suivre sur la chaîne Facebook, sur la chaîne Telegram, sur mon compte X Tercios del Sol, sur notre blog, où là encore, vous verrez, il y a des gens qui sont là depuis presque le début de l'opération militaire spéciale et qui postent des messages parfois très intéressants et que l'échange est toujours, vous pouvez poser des questions. Alors des fois, il y a des gens qui sont là avec leur caractère, donc ne vous en offusquez pas, c'est ce qui fait aussi la convivialité. On n'est pas entre universitaires guindés. Donc voilà, tout ça est à votre disposition pour continuer de vous informer. Et puis surtout, n'hésitez pas, comme je ne cesse de le répéter, de partager tout ça, quel que soit l'intérêt autour de vous. L'intérêt, c'est de faire plaisir aux algorithmes et pas à vos proches, ni même à nous. C'est de faire plaisir à l'algorithme qui fait remonter toutes nos publications et qui fait augmenter nos revenus publicitaires pour nous aider à faire vivre cette chaîne. Voilà, c'est comme ça que s'agence l'intérêt autour de ces partages. Alors, en ce qui concerne la situation donc au Proche-Orient, alors ceux qui étaient sur Radio Courtoisie hier soir, vous m'avez entendu dans la phase analytique de la situation. Là, on va parler des opérations très rapidement sur le terrain. Donc, dans le nord de la bande de Gaza, on a toujours des opérations militaires israéliennes, puisque je l'ai rappelé hier soir, l'objectif c'est de vider cette zone de toute forme donc de présence palestinienne, que ce soit la population civile ou les éléments des mouvements palestiniens, Hamas, Djihad islamique, etc. Donc, on a toujours des opérations en cours avec des frappes aériennes autour centrées sur Jabalia et ses environs. On a constaté que il y avait beaucoup de drones israéliens qui étaient déployés en ce moment sur cette zone-là, probablement pour guider et pour évaluer les dégâts qui sont faits par les bombardements et les opérations militaires. Vous savez, les drones, ça sert à repérer, ça sert à guider, et puis ça sert aussi à faire de l'évaluation de ce que les bombardements et les opérations militaires ont pu produire. Alors, dans le centre de la bande de Gaza, il n'y a pas eu de changement particulier depuis le début de la semaine. Il y a encore eu par contre des frappes aériennes autour de Rafah, Al-Mawazi, Nuseirat. Les bombardements sont quotidiens, les bombardements sont constants et comme d'habitude, on n'a pas. Alors là, on n'a même plus le compte au quotidien du nombre de morts. Je pense que la semaine prochaine, pour le bulletin de jeudi prochain, vu qu'on arrivera à la fin du mois de novembre, j'essaierai de faire un décompte sinistre et terrible de là où nous en sommes après donc quasiment un an et quelques jours d'opérations terrestres de la part des Israéliens dans la bande de Gaza au nombre de victimes civiles. Ça doit être absolument catastrophique, car les comptes qu'on a aujourd'hui n'évoluent pas beaucoup, mais je pense que, parce que là c'est des choses qui sont faites de semaine en semaine par Ribar, mais je vais essayer de trouver d'autres sources, et notamment celles de l'ONU, pour vous donner des chiffres bien plus précis qui montrent l'ampleur du martyre que vivent les Gazaouis depuis le début de l'opération terrestre israélienne. Alors, comme je le mentionnais hier, encore une fois, les opérations se poursuivent en Cisjordanie. Les forces constabulaires israéliennes continuent d'arrêter sans aucune légitimité des Palestiniens. Alors là, hier, ça a dégénéré. Il y a eu des affrontements, notamment à Jenin et dans des villages alentours. Et là, pour la seconde fois, pardon, pas la première, la seconde fois, il y a des factions palestiniennes qui ont revendiqué des attaques et des embuscades, et Dieu merci, contre les forces de sécurité israéliennes. C'est-à-dire qu'ils ont ciblé les cibles qu'il faut cibler. Les colons, c'est une chose,
les forces militaires et les forces policières israéliennes, c'en est une autre. Et c'est ça qu'il faut viser, parce que de toute façon, elles n'ont rien à faire là. Donc si elles sont prises en embuscade et qu'il y a des pertes, eh ben tant pis, puisqu'ils n'ont rien à faire là. Hein, légalement parlant, leur présence est illégitime, illégale, et j'insiste bien sur la différence, illégitime, illégale, et je rappelle, comme l'a fait le colonel Beau hier soir sur Radio Courtoisie, il y a une résolution de l'ONU qui dit qu'Israël doit quitter dans les meilleurs délais les territoires qu'elle occupe à Gaza, en Cisjordanie, dans le nord d'Israël, à la hauteur du Golan, notamment, que le but c'est de vider tout ce qui est occupé illégalement depuis 1967 et la fin de la guerre des 6 jours, de telle sorte à ce que les Palestiniens recouvrent l'entière et totale souveraineté de ces régions, de ces zones. Voilà. Donc là, ils n'ont pas attaqué les colons, ils ont attaqué des hommes en armes qui appartiennent à une armée d'occupation ou des forces policières d'occupation, et donc c'est comme ça qu'il faut mener ce combat pour qu'il ait aucune raison d'être délégitimé par la propagande occidentale et la propagande israélienne. Voilà. Si vous avez des civils palestiniens qui se battent les armes à la main contre une armée d'occupation, eh bien là, on est bien dans le schéma de celui qu'ont connu nos grands-pères pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc on sera de toutes nos forces et de tout notre cœur avec eux. Par contre, malheureusement, ça deviendra beaucoup plus compliqué si on se retrouve face à des pogroms contre les colonies israéliennes, qui sont bien sûr illégales, mais qui sont composées pour majorité de civils. Vous avez les familles orthodoxes juives qui sont là, ont plein d'enfants, il n'est pas question d'aller les tuer. Il faut éviter à tout prix ce genre de choses. À tout prix. Voilà. Et donc là, on voit bien que les Palestiniens se sont concentrés sur ceux qui sont les cibles véritablement légitimes et puis qui sont les sources de cette oppression. C'est-à-dire que les colons, on le sait bien, s'il n'y a plus l'armée et s'il n'y a plus la police israélienne en Cisjordanie, ils seront obligés de partir. Ils pourront pas rester. Ils ne sont là que parce que les forces militaires israéliennes et policières sont là. Donc si on veut que les colons s'en aillent, c'est pas en attaquant les colons qu'il faut réaliser ça, parce que ça, ce serait faire le jeu de Netanyahou et de sa clique, qui veulent que les Palestiniens attaquent les colonies, qui veulent un casus belli aux yeux de l'opinion internationale pour justifier la vitrification de la Cisjordanie. Mais par contre, si vous attaquez les forces militaires israéliennes, eh bien là, on pourra plus rien dire. Personne ne pourra rien dire. Et on constate enfin, pour terminer avec cette partie-là de la zone, que, encore une fois, donc les formations chiites proches de Téhéran en Irak, les formations de ce qu'on appelle la résistance islamique en Irak, ont annoncé avoir lancé encore une fois une vague de drones contre le nord d'Israël, mais par contre là, on n'a pas on n'a pas d'évaluation claire. Il semblerait que les drones n'aient pas atteint leur cible, mais ça, c'est selon des sources qui sont uniquement du côté israélien. Donc on ne peut pas en être sûr et certain, même si l'intérêt de ces attaques, c'est probablement d'épuiser la défense antiaérienne israélienne, pendant que simultanément le Hezbollah tire avec des moyens bien plus puissants. Et c'est sans transition, donc on passe à ce qui se passe au Liban. Donc les combats continuent donc dans l'ensemble donc notamment tout au nord, tout au nord vers le secteur de Kiam. Vous voyez, c'est en haut de la carte. Là, on a des combats qui sont très 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 importants. On a appris hier en fin de journée qu'on avait eu plusieurs officiers israéliens de la brigade Golani, qui est une des plus prestigieuses, qui ont été blessés ou blessés légèrement ou blessés gravement au cours de ces combats. Donc les Israéliens semblent mettre le paquet dans cette zone avec déploiement de chars et puis vraiment des combats de très haute intensité face aux combattants du Hezbollah. C'est-à-dire que là, c'est du niveau de ce qui se passe en Ukraine. C'est plus de la petite guérilla. Alors je dis petite en termes de déploiement d'unités et de nombre de combattants. Je dis pas petite au sens péjoratif du terme. Là, on est sur des vrais combats très durs où il faut que les Israéliens déploient énormément de moyens d'appui-feu pour tenter de progresser mais très lentement.
Alors on a également des progrès qui sont à l'ouest du pays, vous le voyez le long alors presque le long de la côte, hein, dans le secteur de Taï Arfa notamment, où là les Israéliens semblent se rapprocher de la côte, hein, vous le voyez à hauteur de Al-Bayada, par une percée, et ce qui mettrait dans une espèce d'encerclement les forces du Hezbollah entre donc la frontière et la mer. On verra ce que ça donne dans les jours qui viennent. De l'autre côté, on constate que dans la zone de Markaba, eh bien là, ce sont les hommes du Hezbollah qui sont à la manœuvre, excusez-moi, et qui eux lancent à nouveau des frappes contre les concentrations de troupes israéliennes pour éviter que les Israéliens puissent concentrer du monde sur des axes bien déterminés et progresser plus facilement. Voilà. Donc là, c'est très très compliqué de dire ce qui va se passer, parce que semble-t-il les Israéliens sont en train d'essayer d'accélérer. Maintenant, vu l'intensité des combats, est-ce qu'ils vont être capables de passer sur les premières lignes défensives du Hezbollah et d'enfin avancer dans la profondeur du territoire libanais? Je pense que c'est en train de se jouer en ce moment même, et il va falloir surveiller ça de très près tout au long de la journée et du week-end qui vient, parce que là, on voit que par rapport à l'échec face auquel Tsahal se trouve depuis plusieurs semaines, ils ont décidé de passer la seconde et de tenter de progresser plus en profondeur dans le territoire libanais. Et bien sûr, toujours, hein, vous le voyez, alors il y en a un peu moins quand même, il faut le noter, vers l'intérieur du territoire libanais, mais il y a toujours des bombardements dans la profondeur qui s'opèrent, y compris dans le secteur de la banlieue sud de Beyrouth, hein, ça n'a pas changé, et on a vu revenir des frappes israéliennes sur la Syrie, hein, donc là ça a touché des objectifs dans la région de Palmyre, il y a plusieurs cibles qui ont été touchées, et selon les rapports officiels, il y a eu 36 morts et 50 blessés, parmi lesquels de nombreux militaires syriens. Alors, probablement comme d'habitude, il semblerait que les Israéliens aient identifié la présence d'officiers des gardiens de la révolution iraniens sur place, ou des gens qui aident la logistique du Hezbollah pour le compte de l'Iran depuis la Syrie. Ça reste à vérifier. C'est la seule justification que peut avoir cette frappe sur un pays souverain qui n'est pas en guerre avec Israël, rappelons-le, officiellement. Hein, on est dans une suspension des combats depuis la fin de la guerre du Kippour. Voilà, donc c'est complètement fou de voir que ce type de bombardement qu'on avait déjà constaté à d'autres reprises, comme on avait constaté celui à Bagdad, etc., eh bien ça continue et ça n'émeut toujours pas la communauté internationale, qui vient encore d'être déshonorée par les États-Unis, hein, pour conclure sur ce chapitre, par le veto américain à un nouveau vote pour appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Eh bien, les États-Unis ont fait valoir leur veto à ce projet de résolution, comme quoi, malgré toutes les belles déclarations de Joe Biden à l'égard de la paix, pour que tout ça s'arrête, qu'on trouve une solution diplomatique, eh bien, on n'en est absolument pas là. Dans le dur, dans la réelle politique, les Américains continuent leur soutien inconditionnel à Netanyahou et à son gouvernement, malgré les oppositions dont on a parlé encore hier sur Radio Courtoisie, qui existent en Israël, auxquelles il faut donner la parole, auxquelles nous devons nous devons de leur faire de la publicité ici en Europe, pour que tout le monde comprenne bien que tout le peuple israélien n'est pas comme un seul homme derrière Netanyahou, que tout le peuple israélien n'est pas kahaniste, que tout le peuple israélien ne rêve pas d'exterminer tous les Arabes autour de lui, que tout le peuple israélien ne veut pas tuer tous les musulmans autour de lui, hein, et que toute une partie du peuple israélien voudrait vivre en paix
avec ses voisins et que ses voisins vivent en paix avec lui, y compris un État palestinien. Voilà. Alors je sais que ça reste de plus en plus hypothétique, que des gens me disent Sylvain, t'es un doux rêveur. Eh bien écoutez, je suis peut-être naïf sur cette question parce que j'ai porté cette idée et ce combat avec des camarades étudiants palestiniens dans les années 90. Bon, bah écoutez, c'est peut-être la dernière chose qui me reste de ma jeunesse et j'ai pas envie de tirer un trait dessus. Même face à autant de folie, je n'arrive pas à me résigner. Voilà, c'est comme ça. Faut bien que j'ai des défauts. J'en ai d'autres, mais je peux bien avoir celui-là entre guillemets publiquement. Voilà, j'en ai pas honte. J'en ai pas honte. Voilà. Et j'aimerais tant vraiment, pour avoir aussi, je l'ai déjà dit, que personne ne se méprenne là-dessus. J'ai aussi des amis juifs avec lesquels j'ai grandi quand j'étais adolescent. Ils sont partis dès les années 90 faire leur alia en Israël. J'ai plus de contact avec eux parce que vraisemblablement ils sont rentrés dans une vision très orthodoxe de la religion juive. Mais voilà, j'ai un attachement qui reste humain à leur égard. Et je ne veux pas imaginer que tous ces gens-là vont s'entretuer encore plus longtemps. C'est pas possible. C'est pas possible. Et tout homme de raison ne peut pas souhaiter que ces gens de part et d'autre s'entretuent. Voilà. C'est ça qui doit révolter tout homme. C'est pas être ni pro-juif, ni pro-israélien, ni pro-musulman, ni pro-palestinien. C'est qu'on veut que l'humanité cesse d'être broyée, concassée dans cette région du monde qui est si chère à notre cœur, que ce soit pour des raisons historiques, que ce soit pour des raisons spirituelles, ou que ce soit, en ce qui me concerne, pour toutes ces raisons-là réunies. Voilà, humaines, spirituelles, historiques. Je ne peux pas accepter que tout ça se perpétue et que à la fin on me dise ah bah oui mais il faut qu'un des deux camps écrase l'autre. C'est pas possible. Voilà. Je vous laisse sur cette réflexion très personnelle et très philosophique. Et je vous souhaite donc une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Et donc, n'hésitez pas à prendre le temps, à bien prendre le temps de peser le pour et le contre de toutes les informations qui sont déversées devant vos yeux avant de vous dire ah bah oui tiens c'est ça, c'est fini, c'est l'apocalypse, les Russes attaquent demain matin, ils vont vitrifier Kiev, puis Paris, puis Londres et puis Washington. Calmons-nous, on redescend. On reste bien sûr sur le qui-vive, mais on ne se laisse pas aller comme ça, de cette manière-là, quand on veut être dans la réinformation et qu'on veut faire preuve d'un peu plus de hauteur que sur LCI. Voilà, très bonne fin de journée. Continuez de suivre au quotidien et au cours de la journée ce qui se passe, notamment sur l'évaluation des frappes russes de ce matin, et puis sur la situation, notamment là on vient d'en parler, au Liban. À lundi prochain mes amis. Au revoir.